Calreco. Audio 2096. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette série de podcasts. Pour ceux qui découvrent Calreco, c'est une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Et donc, pour trouver l'inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Calreco, qui vit en l'an 2096. 2096, c'est pas tout de suite. Je serais sûrement mort avant d'avoir pu profiter de mon medbed régénérateur de cellules développé en 2064 par Google et OpenAI dans une collaboration financièrement fructueuse. Sachez, mesdames, messieurs, qu'à partir de cette date, les plus riches d'entre vous pourront tuer la mort grâce à des procédés reposant sur la maîtrise de l'acide désoxyribonucléique et de l'énergie quantique grâce à la nanotechnologie. Vous vous demandez comment je le sais, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est très simple. Je reçois des informations du futur délivrées par des trains d'ondes quantiques circulant dans le temps et l'espace via un trou de verre. Et vous avez de la chance. Nous allons pouvoir vous faire profiter de ces informations dans ce podcast, mais c'est pas tout de suite. Ok ? Et puis, comme rien n'est absolument jamais certain, si vous avez écouté notre dernier entretien avec Philippe Guillemant, vous savez que le futur est toujours en mouvement. Alors, j'ai voulu tout de même vérifier ces projections en allant rencontrer un spécialiste, je dirais même le spécialiste. Il s'agit, chers auditeurs, de Jean-Yves Espier, sommité s'il en est de l'astrologie en France, car oui, quoi de mieux pour qui écrit une histoire du futur que de la confronter à la science des astres. Jean-Yves Espier nous a reçus chez lui un accueil hyper chaleureux. Alors ceux qui m'écoutent régulièrement vont dire que je suis toujours très élogieux avec nos invités sur Calreco, que j'en fais peut-être un peu trop. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on n'a jamais été mal reçus et que oui, beaucoup de nos interlocuteurs ont été adorables et c'est le cas de Jean-Yves avec qui nous avons passé un très joli moment. J'avais envie de discuter avec lui parce que pour le suivre depuis longtemps, je savais que son approche ne se limitait pas seulement à l'astrologie. Jean-Yves fait des ponts entre astro, philo et psycho et cela rend son discours d'autant plus intéressant. Et l'astrologie m'a toujours fasciné, avec encore pour Calreco cette envie de questionner matérialisme et idéalisme. Alors sans plus attendre, Jean-Yves, c'est à toi. Alors bonjour à tous, je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue, j'ai 59 ans et je pratique depuis un peu plus de 30 ans. C'est ma passion dans la vie depuis l'adolescence, pour une raison assez simple en fait. J'ai fait partie de ces jeunes qui, comme c'est fréquemment le cas, manquaient de confiance en eux. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui était pas fréquemment là, mais qui avait une marotte consistant à regarder ce qu'on appelle les éphéméries, c'est-à-dire les positions des planètes dans le système solaire. C'était son truc, c'était son dada. Lui, il était industriel, donc rien à voir. Et il m'a transmis ça. J'étais rentré adolescent, je devais avoir une quinzaine d'années à la maison, et puis j'avais un peu le vague à l'âme ou le nez dans les étoiles. J'étais amoureux d'une petite fiancée, et il m'a dit, essaie d'avoir sa date de naissance. Alors je reviens 2-3 jours plus tard avec la date de naissance, et il m'en a fait un profil en quelques phrases assez redoutable. Simple, pratique et redoutable. Ça m'a fait réfléchir et effectivement, j'ai vite réalisé qu'il était dans les clous, que c'était cohérent. Ce qui a excité ma curiosité et m'a donné envie de, dans un premier temps,
pioché dans sa bibliothèque pour essayer de trouver des informations sur le sujet. Et puis j'ai trouvé des trucs absolument passionnants. Et puis entre la philosophie et l'astrologie, j'ai trouvé des ponts assez étonnants. Et là-dessus, j'ai découvert Socrate avec son « Connais-toi toi-même, et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi ». J'ai compris des choses simples, hein. Mais quand on est adolescent, on a une approche assez idéalisée. Et puis avec l'expérience de la vie, on l'affine, on l'affûte comme un outil. Comme un outil avec lequel on grandit, tout simplement. Et c'est là où ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre l'humain, parce qu'on réalise que déjà plus on sait, moins on sait, que les combinaisons possibles de la nature humaine sont infinies, qu'il y a des corollaires, des liens entre la manière dont on se présente, la façon dont, au niveau transgénérationnel, on acquiert des informations, des façons de se comporter qu'on va transmettre ou qu'on va réfuter, qu'on va accepter ou qu'on va repousser ou qu'on va développer, etc. C'est assez étonnant, c'est bluffant même. Hein. Par exemple, vous avez deux parents avec des profils très terre à terre. Vous avez un enfant qui, lui, est beaucoup plus dans les mécaniques aériennes symboliques. Bien évidemment, vous allez sentir qu'il y a un décalage instantané. Hein. Et à l'inverse, l'anxiété du môme qui, lui, est d'un pragmatisme pur, avec une génération antérieure, donc de parents qui vont être dans l'éthéré. Encore une fois, on aura des décalages. Et à l'inverse, vous avez des profils qui s'emboîtent de façon complètement inattendue, qui vont piocher, chacun va piocher au cours de son histoire un tas d'informations à partir duquel il va étayer son propre développement. Passionnant, sans fin. On n'arrête pas d'apprendre en permanence, ce qui est le but. C'est étonnant car je ne pense pas qu'à 18, 20, 22 ans, on se dise qu'on va pratiquer l'astrologie de manière professionnelle. C'est une discipline qui, bien sûr, n'est pas reconnue par nos structures matérialistes. Aujourd'hui, on peut trouver de nombreux organismes privés qui proposent des formations. Jean-Yves propose d'ailleurs une formation en ligne, je crois. Mais il y a 30 ans, j'imagine qu'il fallait trouver les ressources ailleurs, dans les livres notamment. L'astrologie est issue d'une longue tradition d'observation du ciel qui prend sa source en Mésopotamie au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elle existe aussi dans certaines civilisations précolombiennes. De tout temps, les humains ont observé le ciel. Jusqu'au XVIIe siècle, l'astrologie est une véritable science qui permet de mieux connaître le monde. Elle est aujourd'hui considérée comme une pseudo-science, et à juste titre, car elle ne rentre pas dans le cadre expérientiel reproductible de la méthode scientifique. Mais vous le savez, ici, on essaye de promouvoir le post-matérialisme qui envisage l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique qui partirait du postulat que la conscience n'est pas produite par le cerveau, ce qui ouvre la porte aux pseudosciences exercées avec honnêteté et rigueur. C'est la difficulté, j'en conviens. Quant à Jean-Yves, donc, j'imagine qu'il a exercé un métier avant. Comment ça s'est passé ? J'ai passé un bac, après j'ai dû partir à l'armée parce que mon père repartait à l'étranger et puis j'ai pas eu beaucoup de solutions. J'ai fait quelques activités, j'ai eu la chance de travailler Nouvelle Obs à une époque pour développer des projets, on appelait ça télématique à l'époque, c'était Presse Invest, et le Nouvelle Obs c'était passionnant, j'étais très heureux là-bas. Et puis ensuite j'ai travaillé pour d'autres supports. J'ai eu la chance d'être très à l'aise avec l'outil astrologie du coup parce que je m'y suis mis très jeune. Ado, je montais les thèmes, les cartes du ciel de tête, je calculais les ascendants de tête. Quand c'est une passion et qu'on est jeune, on assimile beaucoup plus vite. Le temps permet d'avoir, on peut l'espérer, recul et maturité pour une vision d'ensemble, mais sur un plan purement mathématique et mécanique, c'est rentré avec facilité, indiscutablement. Donc cette facilité-là m'a ouvert beaucoup de portes. M'a ouvert des portes pour travailler en radio dans les radios libres, m'a ouvert des perspectives pour être sollicité à écrire des horoscopes, donc ça fait 30 ans que j'écris des horoscopes, donc c'est alimentaire, faut être très clair, mais en même temps, ça permet, paradoxalement, une certaine mise en lumière qui n'est pas anodine. Parce que vous pouvez être le théoricien, le technicien le plus pratique et le plus compétent qui soit. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où si vous n'avez aucune visibilité, il est assez complexe d'avoir des remontées en matière d'organisation et de légitimité. C'est pas aussi simple que ça. Faut être clair. Donc j'ai eu la chance à 30 ans, il y a 2 guides qui sont sortis, c'était ma passion, donc je l'ai pas vécu comme un effort, mais en France j'ai eu le seul à avoir 2 fois la meilleure note dans les guides d'astrologie. Voilà, ça a été un élément déclencheur pour moi, et puis du coup j'ai pu me lancer complètement dans ce que j'aimais faire. Voilà.
Je comprends qu'il soit difficile pour un esprit purement scientifique d'envisager l'astrologie comme une discipline sérieuse à ses yeux. L'astrologie fait intervenir le symbolisme, abstraction qui touche au subconscient, à l'inconscient collectif, des notions développées dans la psychanalyse et dans nombre d'approches psychothérapeutes, dans la philosophie, dans l'ésotérisme. Quand on est familier avec ce genre d'approche, qu'on a fait le chemin pour comprendre comment la symbolique infuse subtilement nos existences, on n'a aucun mal à entrer en contact avec l'astrologie. Sinon, la grande question, c'est comment les astres peuvent-ils nous influencer ? Je crois qu'il faut être simple. Je crois aux dernières nouvelles, personne n'a la réponse à cette question. En revanche, tous les raisonnements sont faits à partir d'une observation. L'observation, en fait, faut être le plus simple et le plus pragmatique qui soit. Depuis l'aube de l'humanité, on sait qu'un gamin qui naît au midi, à midi, où le soleil est à la verticale, donc le plus important, on comprend vite que lorsqu'on est en été et qu'il est midi et qu'on sort, on prend un coup de soleil, donc on en déduit assez facilement que le soleil a une influence plus importante que les autres en matière de mise en lumière, de réalisation, de socialisation, d'affirmation, et bien évidemment, s'il est au midi, on va en faire une carrière. Voilà, on sait, les deux seuls monarques, j'en parlais tout à l'heure, qui sont nés à midi, c'est Napoléon Ier et Louis XIV. Voilà. Donc ça permet de voir qui a été plus solaire dans la vie. On a réalisé également que lorsqu'un enfant, c'est des statistiques, a été né avec la planète rouge Mars qui était à la verticale, au zénith, au point zénithal, on avait depuis très très longtemps davantage de profils qui embrassaient des carrières militaires. Mécanique comme ça. On a constaté que les profils qui sont nés avec la Lune sur l'horizon Est, ce qu'on appelle l'ascendant, étaient des profils qui manifestaient une sensibilité, une réceptivité, une empathie, une porosité émotionnelle plus importante que la moyenne, notamment lors des premiers rapports de connexion aux autres, ce qu'on appelle le surmoi, l'ascendant étant l'image projetée, et ainsi de suite. Donc à partir de ces données empiriques, on a réalisé que il y avait le cycle des saisons. Saison, c'est simple. Les mômes qui sont nés au printemps, sur un plan statistique, ont davantage de force et d'énergie que ceux qui sont nés en hiver. Mais paradoxalement, ceux qui sont nés en hiver ont plus d'endurance. Pourquoi ? Parce que l'on est dans des positionnements en fonction des saisons qui nous obligent à mobiliser beaucoup plus de prévision et d'économie d'énergie pour tenir la distance et survivre jusqu'au printemps prochain. Et ce que je suis en train de spécifier sur une condition solaire fonctionne sur toutes les planètes. C'est pour ça que lorsqu'on monte une carte du ciel, c'est comme un orchestre. Vous avez une structure de pensée qui est en fait assez simple. Et c'est là où la psychanalyse est passionnante. Freud nous a légué ce qu'on appelle, je l'évoquais tout à l'heure, mais je le refais là, la fragmentation tripartite de l'esprit. Freud part du postulat qu'un individu, c'est comme une maison. Une maison viennoise, ça simplifiait, mais une maison tout court, composée de 3 séquences, un toit, un corps central, une cave. Il les a intitulés respectivement le surmoi, le moi et le ça, ce que j'appelle l'ascendant, le soleil et la lune. Nous avons donc 3 vecteurs de conditionnement initiaux qui vont être les injonctions conscientes éducatives, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, tiens-toi droit, incarnées par l'ascendant, injonction consciente. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on découvre, on a besoin de créer cette proximité, ce point de liaison, d'afficher notre acquisition commune des règles de vie en collectivité, fondamentale, 3e étage de la pyramide d'Abraham Maslow, dont on parlera tout à l'heure, la socialisation. Et puis, lorsqu'on creuse et qu'on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre sa condition solaire, parce qu'on est des prédateurs-chasseurs, on est des mammifères avec une singularité physiologique qui est assez simple, on a les 2 yeux qui regardent dans la même direction, ce qui est le point commun de tous les prédateurs. Regardez les lions, regardez les loups, regardez et puis à l'inverse, les lapins, les canards, les poules, les chevaux ont des visions périphériques pour voir venir les ennuis, pas les créer. On a besoin d'avoir cette occupation de l'espace qui est notre champ d'investigation. Notre condition solaire nous donne ça. Depuis l'aube de l'humanité, la condition solaire, on est issu de ça. La chasse, la cueillette, la pêche. On sort de la cahute, on va chercher de quoi boulotter. On considérait, je pense un truc du genre 80% de notre temps à nous sustenter, c'était l'idée, le moteur en fait. Et puis lorsqu'on avait bien crapahuté toute la journée, que le soleil se couchait, on rentrait dans la cahute, la grotte, dans la synergie, dans le groupe,
dans la tribu. Et là, on était dans l'univers de la lune, l'univers de la porosité émotionnelle, des ressentis, des émotions, de l'histoire, de l'affect, de la famille. On est dans cette dualité-là, conscient, inconscient, jour, nuit. Voilà la trame de construction de la psyché via l'astrologie. Alors je vous le cache pas, je suis venu rencontrer Jean-Yves avec une petite idée derrière la tête. Car il faut que je l'écrive, cette histoire du futur. Dans quel monde va vivre mon héros, Calreco? Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donc de savoir si en astrologie, il est possible de dégager des tendances au niveau collectif, à l'échelle d'une nation, d'un pays, voire à l'échelle de l'humanité. Tu mets le point sur le truc le plus subtil qui soit, c'est l'astrologie mondiale et prévisionnelle. Alors, je vais aller droit au but en résumant, un des seuls endroits où on a une observation tangible, à travers la course de Pluton depuis un siècle. Pluton est une planète, alors comment on appelle ça, c'est une planète double, un peu compliquée, qui accomplit son cycle de révolution en 250 ans, donc c'est très lent. Cette planète a une course qui est au fin fond de notre système solaire, une course en ovoïde. C'est un cycle comme un œuf, en fait. Parfois, elle se rapproche, parfois, elle est plus loin, c'est comme ça. Donc, il y a des phases où elle est plus rapide, où Pluton est plus rapide dans son cycle de révolution autour de nous, et des moments où c'est plus lent. Et depuis un siècle, elle est dans une phase où elle a alterné ces moments-là, donc de rapide ou plus lent, et voilà ce que ça donne dans le concret. Dans les années 30, on est dans la phase post-Première Guerre mondiale où Pluton est en Cancer. L'univers de la famille, les femmes qui se mettent au travail, qui rentrent dans l'industrie, il y a une première mutation sociétale. Pluton étant la planète des raz-de-marée, des remises en question. Pluton est la planète qui gouverne le Scorpion. Scorpion qui se situe dans nos cultures occidentales. Attention, je pratique une astrologie occidentale. Hémisphère nord, avec 2 saisons. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Il y a des astrologies chinoises, tout ce qu'on veut, aztèques, tout ce qu'on veut, je n'y connais rien. Moi, je suis dans l'occidental, avec nos saisons. Donc, j'ai Pluton, gouverne le Scorpion. Sa période, c'est en gros 23, 22 octobre, 22 novembre, qui est l'époque de l'année où les fruits sont tombés dans le sol à la fin de l'été, pourrissent pour faire émerger la vie nouvelle. Pluton, dieu des enfers, Hadès, planète découverte en 1930, on l'avait déjà non visualisé, mais incarné dans la construction de l'ensemble depuis 4000 ans. Amusant. Pluton, je meurs pour renaître. Pluton, je détruis pour reconstruire. Alors je me permets une petite intervention, car c'est intéressant, je trouve, la question que j'ai posée à Jean-Yves. Pluton a été découverte en 1930, mais on en tenait déjà compte dans l'astrologie millénaire. Est-ce bien cela ? C'est plus subtil que ça. Les Grecs et les Romains, dont nous sommes issus en grande partie à travers nos racines, considéraient qu'il y avait un dieu des enfers, considéraient que notre univers était gouverné par 3 unités qui étaient Zeus dans le ciel, Neptune sur l'horizon et Hadès, le monde souterrain. Il y avait déjà une sorte d'approche fragmentée, tripartite, qui est intéressante sur un plan symbolique. Je me suis beaucoup intéressé à la symbolique, on en parlait tout à l'heure. Donc tu as déjà ces 3 univers-là, mais il fallait, les télescopes récents, ça fait un siècle, ont donné une image plus concrète, qui s'est étonnamment a fait coïncider le système. Bluffant. Bref, Pluton, j'en étais à son passage en Cancer dans les années 30. Dans les années 40, Pluton quitte le Cancer, rentre en Lion. On se souvient, son cycle est lent. Il entre en Lion, l'associé à l'atome. L'énergie. Voilà. Révolution de l'énergie, dis donc. Post-guerre, il rentre en Vierge. On est dans le début, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Réindustrialisation, redéveloppement économique, la Vierge, le travail. En 1968, Pluton quitte la Vierge pour entrer en Balance. Quand il rentre en Balance, signe du couple, de l'amour, on est dans la phase 68, la révolution sexuelle. Lorsqu'il quitte la Balance en 1979-1980, il apparaît en Scorpion. La Scorpion, c'est la zone génito-urinaire, la reproduction. On l'a associé au sida. Lorsqu'il est rentré à l'aube des années 90 dans le signe du Sagittaire, on l'a associé à la mondialisation, l'ouverture, les voyages, les cultures. Et lorsqu'il est rentré en 2008 en Capricorne, Capricorne signe d'austérité, de rigueur, on l'a associé à la crise des subprimes, à la crise économique. Redoutable. Et là, il a effleuré en mars 2023 le signe du Verseau,
il va faire, parce qu'il est très lent, le système solaire est ainsi fait que nous fonctionnons sur un système héliocentrique, soleil au centre, mais vu l'astrologie part du postulat qu'on regarde ce qui nous parvient à nous en influence directe, donc on raisonne sur un mécanisme géocentrique, Terre au centre. Ça revient au même hein, pour les planètes lentes. Et donc, nous, Terre, dans notre course autour du Soleil annuelle, hein, eh bien, il y a par moment, dans notre champ visuel, quelque chose d'assez visible, c'est qu'on a l'impression que certaines planètes repartent en marche arrière. C'est normal, elles sont plus lentes, elles sont lointaines. Donc, on a des mouvements rétrogrades. Et Pluton re-rentre en 2024 dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, il va y rester une quinzaine d'années. Et ce qui est anecdotique, c'est le Verseau, c'est l'humanisme. Le Verseau, c'est la nouveauté. Le Verseau, c'est la créativité, mais c'est aussi, Uranus qui gouverne ce signe, les rébellions, les transformations. Et le maître mot qui vient dans mon esprit avec le Verseau, c'est la liberté. La liberté. Donc, qu'est-ce qui nous attend avec l'arrivée pour les 15 ans qui viennent de Pluton, planète des révolutions, sur le signe du Verseau, qui est la nouveauté, les révolutions et la liberté? On peut se poser plein de questions. Les hypothèses sont multiples. Parmi les hypothèses qu'on peut humblement essayer de mettre posée sur la table, la crainte première qui est la mienne, la crainte première, c'est cette informatisation à outrance qui va faire qu'on risque de vivre de façon dérivée, mais ça nous arrive, mais gros comme une maison. Le contrôle social, moi je le vois venir, mais il est énorme. Il faut être aveugle pour pas le voir. Mais là, je suis partisan en vous disant ça. On a vu ce qui se passe en Chine. Mon père a vécu 8 ans en Chine. Il est revenu en France. Maintenant, il a plus de 80 ans. Mais on voit ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le contrôle social, c'est une aberration. C'est la pire des dictatures. On peut vous arrêter. C'est George Orwell était un doux euphémisme. C'est un enfant de cœur que ce qui nous attend. C'était HX1138. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses, mais on le voit, ça gros. Hein. Donc la reconnaissance faciale, l'euro numérique. Enfin, on va droit dessus. Hein. Les manipulations. On a eu des démonstrations absolument hallucinantes de manipulation. Hein, on a qu'à lire Hannah Arendt et puis notre ami Schwab, et on a déjà d'autres infos. Il faut être un peu éveillé là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est ma peur obsessionnelle. À côté de ça, il y a aussi de bons côtés. Hein, c'est pour ça que je le fais dans un deuxième temps. Le bon côté, c'est qu'on constate humainement que effectivement, on a, pour ceux qui sont un peu, qui ont échappé aux besoins fondamentaux, il y a une quête de sens, il y a une philosophie de la vie, il y a une recherche de simplicité. On sait que rien n'est plus complexe que la simplicité. J'adore cet adage-là. Donc on va revenir doucement, pour ceux qui ont la chance de faire partie de cette frange de population qui a compris que rien n'est plus complexe que la simplicité, qu'il faut aller vers des choses plus humbles, hein, moins dans la matière, plus dans l'esprit, plus dans l'humain. Je fais référence à une étude d'Harvard que j'adore, une étude toute simple, je l'ai piquée sur Internet, c'est une vidéo qui fait 12 minutes, qui se traduit de la manière suivante, pour aller droit au but. Le personnage qui tient ce laïus appuie sur 3 éléments susceptibles de nous apporter le bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Alors on se dit, mais Harvard, ils sont là pour dresser des types à gagner du pognon et à driver le monde dans des codes un peu similaires. Mais ils ont créé un module qui est qu'est-ce qui nous rend heureux? Je dis, c'est formidable, c'est extrêmement intelligent. Donc le profil qui nous tient en haleine dit, est-ce que c'est l'argent? Oui, non. Ben, non. Il faut une certaine élasticité matérielle pour correspondre à nos besoins, c'est fondamental. Hein. Et au-delà d'un certain seuil, Christophe André lui dit 5 000 euros. Bon, j'adore Christophe André, c'est son approche. Mais au-delà de ça, il y a 2 incidents, c'est particulièrement pernicieux, qui font que ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. Waouh, compliqué, rend pas heureux. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est la notoriété qui nous rend heureux? On pourrait se dire, peut-être que c'est plus sympa la notoriété, c'est encore pire. Parce que à partir des 2 postulats de départ qui font que ça isole socialement et que ça vénalise relationnellement, vient se greffer un 3e paramètre, qui est le suivant, c'est qu'aucune notoriété n'est pérenne ad vitam. Tous ceux qui ont été mis en lumière, et c'est terriblement addictif, hein, c'est une drogue, redescendent systématiquement, c'est dans l'ordre des choses. Un courant de mode, on passe, etc. Et les redescentes, comme c'est terriblement addictif, engendrent une sorte de concentré de dépression assez hallucinant sur un plan statistique. Redoutable. Donc c'est épouvantable la notoriété sur le long terme. Enfin, qu'est-ce qui nous rend heureux? On arrive à la 3e hypothèse. Eh ben, c'est tout simplement la qualité des liens que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà. Paraît évident, hein. Fait partie des notions qu'on s'approprie comme du bon sens à partir du moment où elles ont été énoncées.
C'est dit. Donc, l'idée de la direction vers laquelle on tend en optimisant un peu le système, il faut ne jamais, c'est l'image que j'adore, la métaphore, c'est l'échelle de Jacob. Passer de la matière à l'esprit, de l'esprit à la matière, et créer une interface quasi intuitive et automatique entre les deux univers. C'est des choses qu'on apprend dans les ordres philosophiques. L'échelle de Jacob, qui permet d'être à la fois pragmatique et réaliste, et du coup de faire émerger les potentialités, des directions vers lesquelles on peut tendre, en essayant d'optimiser la possibilité qu'on aura de les réaliser. Tu vois, cette interaction. Je crois que c'est, a priori, pour l'instant, j'ai pas trouvé meilleur chemin que celui-ci, qui consiste à ne pas perdre de points les deux piliers sur lesquels on s'appuie. On apprend dans les ordres philosophiques, par exemple, que il y a un pavé mosaïque. On rentre dans ce qu'on appelle des ateliers, des ateliers de réflexion, et au sol, vous avez des carreaux blancs et des carreaux noirs. C'est un pavé mosaïque. Et quand on creuse le sujet, on réalise que l'homme n'est jamais ni noir ni blanc, et que l'homme doit marcher entre les deux. Alors, c'est possible qu'on soit plus gris clair, c'est mieux, bien évidemment, mais la perfection, l'idéalisation, c'est compliqué. Il faut vraiment garder la matière et l'esprit en cohabitation intelligente, on n'y coupera pas. À partir du moment où tu as la possibilité d'avoir une sorte d'équilibre psychique qui te permet de garder un équilibre entre la matière et l'esprit, ça autorise malheureusement une minorité de la population qui remplit ces conditions d'équilibre structurel personnel, de développement, de culture, d'humanité, etc., de tirer le groupe. Toujours pareil, il y a toujours une minorité qui tire le groupe et qui va nous tirer le groupe vers de l'humain, vers du travail sur soi, vers de la simplicité, vers de l'humanité, tout simplement. Et cette minorité-là, agissante, elle est essentielle parce que c'est la graine de vie nouvelle. Elle est là, la solution. L'échelle de Jacob, c'est un symbole biblique et maçonnique aussi. Comme le yin et le yang, il symbolise la terre et le ciel, la matière et la conscience, l'équilibre qu'il faut trouver. Dans toutes les traditions philosophiques anciennes, le spirituel tenait sa place à côté du matériel. Le repoussoir qu'a constitué la religion pour les penseurs des Lumières a plongé nos institutions dans un matérialisme et un scientisme excessif. C'est sans doute le chemin qu'il fallait prendre, car l'Église était un instrument de domination extrêmement puissant qui a fait beaucoup de mal. Mais en rejetant l'Église, les curés et la religion, les Lumières ont jeté le bébé avec l'eau du bain et maintenant il faut retrouver l'équilibre, car l'esprit, la conscience sont pour une moitié constitutifs de l'être humain. Certains diraient même que nous ne sommes qu'esprit, que la matière est de la conscience incarnée. Et puis cette idée que la vision post-matérialiste et ceux qui l'incarnent vont tirer le collectif vers l'émergence d'une société plus consciente me plaît. On dit qu'il faut 10% de la population pour faire progresser la totalité vers un palier civilisationnel supérieur. Ça serait beau. Les 10% ne sont vraisemblablement pas atteints encore. Le monde a toujours été une suite de cycles, justement. Tu vois, que ça soit la rigueur ou le laxisme, que ça soit l'expansion ou les régressions, les empires s'effondrent, d'autres naissent, c'est immuable avec la vie. C'est très darwinien, en fait. Donc, et dans toute culture, tu auras une minorité de profils qui tirent leur fonction sociale, leur fonction existentielle, consiste à tirer le collectif. Bien évidemment, on va polariser notre énergie, notre attention sur ceux qui apportent les bonnes directions, les bonnes dynamiques. Là, encore une fois, c'est partisan les bonnes. Bon, je considère et nous considérons que être un peu éveillé, être plutôt bienveillant, être plutôt ouvert aux autres, pas agressif, pas envahisseur, c'est mieux. Maintenant, on est dans un système global, mondialisé, c'est là où c'est pernicieux, où les cultures sont différentes, les degrés d'évolution sont différents, les quêtes sont différents. Regarde en Chine, là il y a 400 millions de consommateurs qui n'existaient pas il y a 30 ans, qui ont comme aspiration prioritaire, centrale, et celle qui consiste à coller au modèle occidental. Donc on est mal barré, tu vois, avant qu'ils arrivent à ce stade où ils vont dire mais non, mais on va n'importe où, c'est n'importe quoi, tu vois, on a peut-être 20 ou 30 ans de décalage.
Et ce qu'on vit chez nous, c'est simple. Nous, on produit pas de matières premières, on produit pas d'énergie. Or, toute l'économie est construite à partir de l'énergie. C'est Jean-Marc Jancovici, dit Janco, qui l'explique merveilleusement bien. Intelligence exceptionnelle, je l'adore. Qui nous explique ça. C'est qu'on n'a pas d'énergie, donc on n'a pas beaucoup de choix que de restreindre notre mode d'énergie. Mais autour, on n'est pas sur la même synchronisation du tout. J'en reviens au symbole. Parce que la symbolique, c'est magique. Symbolique, c'est un langage qui ne passe pas par les mots. C'est comme la musique. C'est un mode de communication qui se situe sur un autre plan, mais qui, évidemment, nous dit des choses, nous fait passer des émotions, nous fait comprendre des choses. C'est un véhicule d'information qu'on ne peut pas appréhender avec un esprit trop cartésien, parce que l'imagination entre en jeu. Je trouve ça assez passionnant et assez magique, justement. Oui, mais c'est un champ sémantique tout à fait spécifique à l'activité. C'est un panel de terminologie qui est assez simple une fois que tu l'as acquis, mais dans tous les domaines, quel que soit le secteur technique dans lequel tu t'aventures, il y a des postulats à acquérir en matière de langage spécifique. J'avais retenu un truc qui m'avait passionné aussi, c'est l'évolution du langage dans notre culture. J'avais retenu que dans les années 50, une étude avait été faite laissant apparaître qu'un adulte évolué, construit, en France par exemple, disposait on appelle ça un panel de terminologie d'environ 40 000 mots. C'est riche, on pouvait, dis donc. Et la même étude avait été faite en l'an 2000, et le panel de terminologie dans lesquels on s'aventurait évoluait entre 4 000 et 8 000 mots. Donc tu as une restriction du champ sémantique absolument hallucinante. Pourquoi ? Parce qu'on est de moins en moins sollicité. Et certains auraient le réflexe facile de dire on a de moins en moins de philosophes, on a de moins en moins de grands penseurs, on a de moins en moins de... Pourquoi ? Parce que il y a une autre étude qui va corroborer ce que je suis en train de dire. Il semblerait que dans les années 50, dans un foyer lambda, on y reviendra ça, dans un foyer lambda, il y avait 500 objets. Paraît ridicule, 500 objets. On n'avait pas 15 paires de chaussures, 500 objets dans un foyer lambda. La même étude avait été faite à l'an 2000, on avait passé le cap des 10 000 objets. Et j'ai des copains en philo qui me disent « Mais Jean-Yves, ce que tu racontes, ça veut dire qu'aujourd'hui, être, c'est avoir. Aujourd'hui, être, c'est avoir. » Donc ce sont des cycles. Indiscutablement, on va encore évoluer là-dessus. Et l'astrologie, pour en venir au système de son mécanisme, faut avoir en tête que c'est un orchestre. Un orchestre. Dans un orchestre, vous avez un chef d'orchestre, on va dire que c'est le soleil, et vous avez des musiciens qui vont essayer de jouer ensemble une partition. Vous allez avoir Mercure, le premier violon, vous allez avoir Vénus, le pianiste, vous allez avoir Mars, la grosse caisse, et ainsi de suite. Vous avez Neptune qui va être, je sais pas moi, le saxophone. Vous avez toutes ces unités de son. Toi, ça doit te faire écho, parce que on est dans. J'essaie de trouver une métaphore musicale, et chacun doit jouer en fonction de son talent, avec plus ou moins de finesse, plus ou moins de cohérence, sa partition dans l'ensemble du groupe. Tu vois l'idée ? Et à chaque fois, tu vas aller piocher avec une carte du ciel. Qu'est-ce que c'est qu'une carte du ciel ? Tu fais une empreinte du ciel ou de la naissance de chacun. Bon, où on coupe le cordon, on est physiologiquement autonome, tac, on a une empreinte du ciel. Les saisons et les planètes, en fonction des endroits où elles sont placées, vont donner une couleur différente. Par exemple, si dans une carte du ciel, il y a une très forte condition solaire, quelqu'un de très lion, etc., par exemple, je prends un abstrait, et qu'il a des outils faibles, un Mercure, une communication réduite, une capacité Vénus d'aimer modérée, et surtout une capacité d'agir qui est un peu ampoulée, un peu réduite, il va se créer statistiquement une dichotomie entre ses aspirations et ses capacités. Donc c'est des profils qui vont être plus malheureux que la moyenne, chez qui la distance entre le rêve et la réalité va être plus conséquente, donc le décalage va être plus flagrant, et donc il risque de polluer beaucoup plus la vie de tous les autres. À l'inverse, si on a des profils à condition solaire faible, donc peu d'ego, et des très beaux outils, ce sont des profils qui vont avoir beaucoup plus de facilité à trouver leur équilibre en fonction de ce qui va se synchroniser entre leurs besoins et leurs moyens. Et si les moyens sont plus importants que les besoins, on va avoir affaire à des profils qui vont se mettre au service d'autres ou d'une cause. Alors, est-ce à dire que si on a un mauvais ciel, on est condamné à vivre une vie pas très fun ? Ou est-ce qu'on a les moyens de changer, de progresser ?
Alors c'est là où ce qui est intéressant, c'est que c'est multifactoriel. Tu as un conditionnement et jamais rien n'est gravé dans le marbre. Tout est évolutif en permanence. L'immense majorité de la population va être tributaire de ces conditionnements fondamentaux initiaux parce que tu n'auras pas de rectification tout au long de l'existence pour te faire travailler et équilibrer l'ensemble du système. Bien évidemment, pour l'immense majorité des gens, on est tributaire de ça. Et quand on comprend bien quelqu'un, on comprend ce qui va lui arriver. C'est du bon sens. C'est le principe d'une ligne de mire, l'astrologie. C'est comprendre le terrain. Une ligne de mire, je ne sais pas si vous avez fait, j'ai fait mon service militaire, j'ai retenu ça. Quand on tire au fusil, c'est un œilleton, une mire, une cible. Tu as 4 paramètres en alignement. Et ben, l'astrologie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu comprends bien le terrain, si tu comprends bien le principe de fonctionnement de quelqu'un, que tu saisis le terrain dans lequel il évolue, tu as l'œilleton, la mire et la cible, et tu verras ce que ça donne avec une marge d'erreur relativement faible qui est les variations du vent. Et quand on fait des milliers, je peux dire que ta marge d'erreur, elle devient infinitésimale. Parce qu'il y a une logique. Alors, mais bien évidemment, on peut contrer ça. On peut contrer par la conscientisation, par le travail sur soi. On sait que si, par exemple, Mercure dans un thème est fragile, mal aspecté, si on arrive à le conscientiser, on va porter son effort sur des méthodes de communication qui vont permettre de se synchroniser ad maxima avec tous les interlocuteurs. Tu as des méthodes. Avoir l'esprit en escalier, revenir sur des postulats simples. Il y a des méthodes de communication non violentes maintenant qui sont formidables pour ceux qui ont des mercures très agressifs. Mais écoute, tu viens de me dire ça, je l'ai entendu de cette façon-là. Est-ce que c'est comme ça que je dois l'assimiler? Tu vois, il y a un tas de méthodes qui permettent de travailler. Sur l'affect, pareil. Tu vois, alors on peut travailler. La psychothérapie est formidable pour ça. Lorsqu'on a des problèmes d'affect et de manque de confiance en soi, on peut réacquérir, reconstruire, reconsolider. Mais encore une fois, c'est du travail. On peut tout faire, rien n'est fermé. C'est de la conscientisation et du boulot. Alors on y arrive à la connaissance de soi, totalement liée au concept de post-matérialisme, puisque si l'on postule que la conscience est à l'origine de la matière, ou qu'elle la précède, ou encore qu'elle lui donne naissance, ce qui revient à dire que la matière est de la conscience. Alors explorer sa conscience nous permet d'accéder à la conscience. Il y a ici des notions de conscience individuelle et de conscience collective. Mais donc se connaître pour progresser et changer ses fonctionnements compulsifs pour changer sa vie et aussi sa matérialité, c'est un chemin idéaliste et post-matérialiste. Alors oui, on va toucher ici au développement personnel tellement détesté par la pensée marxiste contemporaine, pensée qui dans sa majorité met aussi Spinoza sur un piédestal. Et Spinoza ne dit rien d'autre que cela, s'affranchir de ses déterminismes pour être dans la joie. Donc développer sa conscience et travailler sur soi, ça mène au collectif. Parce que quand on développe sa conscience, on apprend à mieux s'aimer. Quand on s'aime mieux, on aime mieux les autres. Quand on aime mieux les autres, on est empathique et collectif. Jean-Yves a fait une psychanalyse. Il fait souvent le lien avec l'astrologie. Alors je lui ai demandé où ça se joue. Alors, pourquoi je fais un lien entre l'analyse, le développement personnel, la psychologie et l'astrologie? Parce que on a des quêtes communes. Les quêtes communes sont connais-toi toi-même et ni les hommes ni les dieux n'ont de secret pour toi. C'est socratique en fait. Et je suis passé entre-temps dans des ordres philosophiques où justement le postulat premier, c'est de travailler sa pierre. On arrive avec une pierre brute, on travaille sa pierre pour gommer les aspérités, puis l'arrondir pour l'intégrer dans l'édifice. Alors, certains vont travailler ce qu'on appelle la pierre parfaite, ce qu'on appelle l'hexaèdre, qui est la pierre absolument parfaite. Mais ça, c'est un concept, c'est une œuvre d'art. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est comment tu travailles sur toi-même pour être dans la dynamique collective et avoir ta juste place.
Tout l'intérêt est là. Donc tu fais des ponts entre les univers, tu fais des ponts, tu réalises qu'il y a des grilles de lecture simples. Par exemple, il y a des grandes familles de pathologies. Prenons l'univers de la Lune, qui est quand même la racine première de tous nos mécanismes de réalisation. La Lune, c'est l'instinct, la Lune, c'est les émotions, la Lune, c'est l'enfance, la Lune, c'est notre inconscient. Cette Lune-là, c'est le siège de toutes nos peurs, des émotions. Hein. C'est ce qu'on relie au cerveau reptilien. J'ai essayé de faire une métaphore, une parallèle simple entre les trois cerveaux qui sont la partie limbique, la partie néocorticale et la partie cerveau reptilien. J'essaie d'associer avec beaucoup de prudence, la partie cerveau reptilien à la Lune, les besoins de survie sur lesquels je reviendrai, la partie néocorticale qui est la partie lucide, consciente, qui te donne les directions, les dynamiques, et la partie limbique qui est ta mise en mémoire de conditionnement, qui est tous les codes éducatifs, tous les automatismes. Quand tu conduis, tu penses pas toujours à tout ce que tu fais. Il y a plein d'automatismes qui sont là. Hein, c'est tous les conditionnements que tu acquiers pour gérer tes relations avec tout ce qui bouge autour de toi. Hein. Mais pour en revenir à la partie du cerveau le plus profond, hein, le cerveau reptilien, ma Lune, elle crée des pulsions de survie depuis toujours. Un cerveau reptilien, pulsion de survie. Hein, on sait respirer, se nourrir, etc. Et lorsqu'on est confronté à une situation de peur, la Lune, elle engendre 3 réactions types. On va faire simple, hein. C'est la paralysie, l'agressivité et la fuite. Or, si on décompose, la paralysie, hein, je vais créer une métaphore simple, c'est qu'on est encore à l'aube de l'humanité, j'adore ces images-là, et puis il y a un machin avec des grosses dents qui a bouloté la moitié de la tribu. Donc on a des raisons légitimes de s'inquiéter. Donc, et on entend 3 jours plus tard le machin avec des grosses dents qui de nouveau pousse les mêmes cris. Donc on se doute qu'on va être dans le collimateur du déjeuner. Et à partir de ce postulat, on génère une réaction de peur. 3 types. 1, on s'enferme au fond de la caverne et on attend qu'il s'en aille. Si le système est persistant, la paralysie ouvre une fenêtre, la fenêtre d'une famille de pathologies qui s'appelle les dépressions. 2e réaction type, on prend un gros bâton, on va aller s'expliquer. Alors, si c'est de la blitzkrieg, de la guerre éclair, on va s'expliquer un coup, on décharge de l'énergie, c'est libérateur. Mais si le mode combat est persistant, on est dans une dynamique de combativité persistante qui ouvre une 2e fenêtre de pathologie qui est celle des paranoïas. Tout est conflit. Enfin, la 3e situation qui consiste à prendre ses jambes à son cou et à se barrer, hein, là, c'est souvent la meilleure solution. Hein. Et tu ouvres dans une famille de pathologies, encore une fois, qui est les névroses. Je rêve, je m'enfuis, je fuis, j'échappe le danger, je le culte. Tu vois ? Déjà, d'entrée de jeu, les liens que tu peux opérer rapidement. Il y a une 15aine d'années de ça, j'avais eu la chance d'écrire un bouquin avec un psychiatre. On en a vendu 3,5, hein. C'était soporifique à mort. C'est chiant qu'à mourir. Et le bouquin, c'était Le destin est-il écrit. Et on avait pris en référence des profils anonymes, bien évidemment, de la clientèle de mon camarade psychiatre, pour faire émerger. Il m'avait testé, on s'était amusé, on avait fait un double aveugle. Et il y avait des schémas types. C'est-à-dire que tu avais des profils très nébuleux, très neptuniens, qui partaient justement dans les névroses. Tu avais des profils terre contrariés, des trucs un peu techniques, qui étaient dans des habilités compensatoires matérielles, des boulimies, des choses comme ça, tu vois. Et tu avais un profil saturnien avec peu d'énergie, qui lui, c'est un suicidaire chronique, tu vois. Donc la dépression de celui qui s'était enfermé dans des systèmes où il n'y avait pas de solution et tout effort était vain parce qu'il était avorté par un manque de linéarité et de volonté, tout simplement, fait qu'il était dans une sorte de dynamique d'état d'esprit, de dire j'ai pas confiance en moi, je vaux rien, il se scarifiait, le garçon, c'était quand même assez inattendu. Donc, il y avait des ponts qui étaient redoutables. Donc, bien évidemment, quand tu réalises avec des statistiques simples, on n'a pas creusé sur des centaines de cas la question, que ça saute aux yeux de façon aussi flagrante, tu te dis que les ponts, quand même, comment tu peux passer à côté? Et puis, aujourd'hui, pour être audible, mon objectif quand même, j'aime ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, plus je vais œuvrer à mon humble niveau, hein, comme le petit colibri de Pierre Rabhi, hein, vous connaissez l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, qui est l'incendie, etc., plus je vais essayer d'apporter ma pierre consistant à donner du contenu structuré, cohérent à ce que j'adore, et plus j'aurai le ressenti profond de bien faire et d'être utile à ce que je fais. Tu vois ? Simple. Se connaître, c'est un chemin qu'on devrait tous arpenter avec sérieux. Ça devrait être enseigné à l'école, quelle que soit la méthode. Le principe du connais-toi toi-même, c'est de chercher et de trouver en soi les réponses. On peut choisir la ou les méthodes qui nous correspondent, que ce soit la psychanalyse, la méditation, les psychédéliques, la sophrologie, l'astrologie, etc. Ce ne sont que des outils. Et le danger, c'est de croire que l'outil est une réponse en soi. Le danger, c'est d'aller chercher les réponses à l'extérieur
en espérant être sauvé. Ça peut être le cas, par exemple, quand on va voir une ou un médium, et ça peut être problématique. Alors, tu mets le doigt très précisément sur le point sur lequel je suis le plus sensible. C'est-à-dire que rien n'est plus complexe pour moi que de recevoir en clientèle des profils chez qui l'écart entre le rêve et la réalité est flagrant. Par exemple, moi j'ai une majorité de femmes. J'ai 95%, 99% de femmes peut-être, dans un créneau qui est le créneau 40-60. Voilà, c'est mon cœur de cible. On arrive socialement, enfin, cette demande de la clientèle, elle est bien évidemment essentiellement tournée vers l'affectif. Pourquoi ? Parce que mécaniquement, ça fait des siècles qu'elles sont moins millénaires, même le stoïcisme, ça remonte, je crois que ça remonte à Socrate ou à Platon, je sais pas, bref. Elles sont plus dans la capacité à faire émerger les émotions, c'est plus intégré socialement, les garçons, c'est ta mère est morte, pleure pas, mon fils soit un homme, etc. Donc, les hommes traînent le boulet de ces castration émotionnelle. Donc aujourd'hui encore, les femmes sont plus ouvertes et on arrive à mieux se parler, et leur recherche de complémentarité émotionnelle, leur recherche d'équilibre affectif passe par un tas de voies, et fréquemment la plus marquée, c'est celle d'un déséquilibre entre ce qu'elles voudraient et ce qu'elles peuvent réaliser. Quand le déséquilibre est flagrant, je peux rien faire. Lorsque j'ai une femme qui a la soixantaine, qui est désabusée de la vie parce qu'elle a été mariée 30 ans à un type où elle s'est pliée, elle a élevé ses mômes, et puis à un moment elle le supporte plus parce que voilà, et puis il n'y a plus le lien, ça arrive. Voilà, on se perd souvent dans les couples, et qu'elles veulent refaire leur vie et qu'elles me disent oui mais attention, moi je le veux jeune, je le veux mince, je le veux avec des cheveux, je veux qu'il soit sportif, je veux qu'il gagne bien sa vie, je veux qu'il ait du charisme. J'ai beaucoup de mal à leur expliquer que ça représente 1% de la population masculine, et que du coup la chasse est rude, et que souvent ces profils-là, ils cherchent pas du tout une femme qui a vécu, qui a son caractère, qui a une liste longue comme un jour sans pain de ce qu'elle veut pas, et qui va être complètement compliquée à gérer. Il veut tout sur terre sauf ça, ce garçon-là. Donc j'ai beaucoup de mal avec cette clientèle-là. Il y a un déséquilibre entre le rêve et la réalité. Déséquilibre entre le rêve et la réalité. Et effectivement, c'est mon enjeu, c'est mon problème numéro 1. Donc c'est voir le mécanisme de l'astrologie complètement à l'envers. Le mécanisme de l'astrologie, c'est vraiment connais-toi toi-même. Et à partir du moment où tu te connais toi-même, tu vas essayer de te synchroniser avec des profils avec lesquels les points de convergence vont être suffisamment nourrissants des deux côtés pour que ça soit pérenne. Si le point de polarisation, c'est un idéal, un rêve, un truc totalement inaccessible, on va être dans une logique de frustration qui est terrible. C'est Comte Sponville qui en fait un résumé. J'adore Comte Sponville. Si un jour vous pouvez le voir, il est formidable. André Comte Sponville, qui dit voilà, ma mère, disait-il, avait une vision de la vie qui a été déçue. Mais c'est normal parce que dès le départ, son approche de la vie était faussée. Elle aurait voulu que la vie soit comme elle le projetait, comme elle aurait voulu qu'elle soit, alors que la vie, elle est comme elle est. On doit s'adapter à la vie comme elle est. On ne doit pas essayer de jouer les Don Quichotte à la changer à tout prix, au-delà d'un seuil raisonnable. Donc oui, je suis confronté à ça fréquemment. J'en prends de moins en moins. D'ailleurs, je donne de moins en moins de consultations. C'est pour ça que maintenant, j'ai monté une école et je donne moins de rendez-vous. Mais l'idée, c'est revenir sur ce que peut apporter l'outil. Et ce que peut apporter l'outil, la meilleure façon que j'ai trouvé d'être efficace dans ce que je fais, c'est de le relier à ces travaux qui ont été faits en psychologie depuis un siècle, en psychanalyse depuis un siècle, qui sont une véritable révolution de l'approche de l'humain parce que ça a apporté des grilles de lecture. Des grilles de lecture. Je trouve Jean-Yves très rationnel dans son approche. C'est son côté vierge, j'imagine. Il y a des approches plus ésotériques qui font appel à des notions plus mystérieuses, voire magiques. Vie antérieure, vie après la mort, guides et anges gardiens, etc. Je trouve ça très intéressant. J'espère d'ailleurs que nous pourrons rencontrer une ou un médium, j'aimerais beaucoup. Mais je n'ai pas la sensation que cette voix soit celle de l'astrologie de Jean-Yves. Moi, je suis un signe de terre. Je suis quelqu'un de très pragmatique et j'aime la simplicité. Ce réflexe-là est un point de sécurité dès qu'on s'intéresse à l'humain. Alors, bien évidemment, j'essaie d'avoir une lecture la plus humble, mais encore une fois, au plus proche de la réalité. Tout ce qui m'échappe, j'ai pas de visibilité, je ne sais pas, j'y mets pas le bout de mon nez.
La vie après la mort, peut-être. J'ai pas de réponse. Si quelqu'un en a une, elle sera très certainement subjective et le fruit de son propre ressenti. Je pense qu'on est sur Terre, on est des mammifères. On a un début et une finitude. Point. Et ce qu'on peut faire de mieux dans la vie, c'est de travailler sur soi pour notre rôle de maillon dans la chaîne de notre immortalité. Notre rôle de maillon consiste à transmettre ce que tu peux transmettre de mieux à la génération suivante. Et si tu remplis cette fonction, je considère que tu as fait ce que tu pouvais faire de ton mieux. Les rêves de vie éternelle, les rêves de tout ça, me semblent être le fruit de profils qui sont en quête permanente et éternelle d'insatisfaction chronique. Voilà, c'est un peu sexe ce que je suis en train de raconter, mais accepter sa propre finitude, c'est le postulat de départ qui te permet d'avoir des ambitions mesurées, humbles, raisonnables et réalistes. Donc je fuis vraiment, tout ce qui est éthéré m'échappe. En revanche, j'ai l'absolue conviction que nous avons une intelligence émotionnelle qui est complètement sous-évaluée. L'intelligence intuitive, l'intelligence du ressenti, l'intelligence des sens, tout ça, c'est d'une richesse infinie. Et là-dessus, on peut travailler, on peut affiner, parce que c'est un terrain qui est sous-estimé, sous-évalué, sous-exploité, bien sûr. Je le vois là, moi. C'est drôle parce qu'il y a des degrés dans l'utilisation de la raison. Chacun sur son territoire. Jean-Yves est né sous le signe de la Vierge, un signe de terre. Le terrien est concret. Il utilise sa raison, la pensée rationnelle que revendiquent les zététiciens. J'imagine que Monsieur Sam, Astronogeek ou Thomas Durand ont des influences planétaires très terriennes qui les emmènent vers une vision très matérielle de l'univers. Ça serait très drôle d'ailleurs de pouvoir lire leur thème astral. Mais ils ne sont pas rationnels, eux, sur le même plan que Jean-Yves. Jean-Yves utilise sa raison dans le champ de sa discipline qui est une pseudo-science absolument irrationnelle pour certains. L'humain est complexe, n'est-ce pas ? Oui, mais est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse qu'on ne peut accompagner les autres qu'aussi loin qu'on est allé soi-même, tu vois ? Et bien évidemment, si tu circonscris ton champ de recherche à un domaine spécifique, tu peux arriver à un terrain de maîtrise dans un domaine spécifique. Après, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'avoir l'humilité de se dire, le reste, je ne connais pas, je ne sais pas, donc je n'ai pas d'avis. Rien n'est plus redoutable que les émetteurs de sanctions et réducteurs. Tu vois. Je ne connais pas, donc on ne connaît pas, on ne sait pas. Et donc j'évite d'en parler. Tu vois. Ce qui me fait peur, j'ai peur du flou, en fait. Parce que dans mon esprit, en restant très pragmatique sur des logiques assez binaires, on est des mammifères, chasseurs, cueilleurs, etc. Et donc, si on sort de la cahute le matin et qu'on est en plein brouillard, pour moi, le brouillard de l'éthéré, c'est du brouillard. Donc, je vais déjà rien rapporter de mon terrain de chasse, je vais rien apprendre de particulier, si ce n'est ouvrir mes sens. Je vais ouvrir mon oreille, je vais ouvrir, et encore une fois, je vais y capter des informations, mais si je polarise trop sur les informations nouvelles, imprécises, tu risques de te perdre en chemin, et si tu te perds en chemin, tu perds la voie centrale qui te relie à la réalité. Donc oui, réceptivité, mais réceptivité mesurée, de façon à pas se laisser envahir et emporter dans le brouillard qui t'emmène dans le truc où il y a de la flotte, où tu te noies, où tu te perds. Et tu retrouves pas ton chemin. J'ai peur de ça. Moi, j'aime bien avoir un chemin balisé. Oui, la curiosité. Oui, tu regardes les fleurs. Oui, tu sens les fleurs. Oui, tu regardes les abeilles. C'est très riche. Et puis, tu peux acquérir à chaque fois une sensibilité de plus en plus fine. C'est évident, qui va te permettre de connecter ceux qui sont autour de toi, sur encore une richesse de communication qui va être empirique. Donc, c'est passionnant. Tu vas acquérir des nouvelles choses que tu vas retransmettre, repartager. Je suis un mercurien, donc mon principe, il est là. C'est piger, apprendre, transmettre, échanger. Comme ça, c'est mon truc. Mais, et le dogmatisme, bien évidemment, fait peur. Mais le dogmatisme, il nous pourrit la vie depuis 2000 ans. Depuis la grande névrose de la vie éternelle. Pardon, mais c'est un peu ça. Tu vois, si tu dis à un Pékin lambda, écoute, si t'es gentil, tu vivras éternellement à travers ton âme, c'est magique, hein. Je suis pas anti-clérical, rien du tout, mais j'ai une trouille phobique des profils qui, au nom d'une autorité supérieure, veulent imposer des contraintes qui sont le fruit de frustration personnelle et de recherche de contrôle sur ceux qui sont autour. Jean-Yves a évoqué brièvement tout à l'heure la non-acceptation de la finitude comme une névrose obsessionnelle qui circule dans les esprits pathologiquement frustrés de certains profils dont on parle souvent ici sur Calreco.
L'acceptation de la finitude, je voulais y revenir. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans une de tes interviews, tu parlais d'Eckhart-Tolle et de sa disposition. Là, il a ouvert un courant de pensée formidable qui est de vivre l'instant présent. C'est ce que j'en ai retenu. J'aime cette approche parce qu'elle est simple. Ce qui appartient au passé est fini, tu peux pas revenir dessus, donc tu n'auras que des remords et des regrets. Ce qui appartient à l'avenir, on en est toujours dans l'incertitude, pour ça qu'on vient me voir. Et puis, c'est toujours générateur d'anxiété. Voilà. Donc, vivre l'instant présent. Et puis, surtout, la notion du temps est une notion qui nous échappe au sens large. Donc, à partir du moment où tu conscientises que tu es poussière et tu reviendras poussière, on est un des mammifères avec une espérance de vie, pourquoi vouloir la maintenir? Pourquoi des gens qui se font opérer pour faire apparaître plus jeunes, d'autres qui sont en recherche de vie éternelle, tu sais, c'est le principe des rois, comment dire, le pauvre veut être riche, le riche veut être roi, le roi veut contrôler tout le monde. C'est une sorte de synergie rituelique systémique en fait. Et ben pareil, si tu as beaucoup d'argent, tu dis pourquoi j'aurais pas une vie plus longue? Mais on est dans des états névrotiques là. On est dans des systèmes qui déconnectent du collectif. C'est une famille, c'est la famille, c'est une famille de pathologie. On est en névrose totale. Tu vois, partir dans les étoiles, c'est beau, mais c'est une aventure floue, au-delà de l'humain. Là, tu as des profils qui ont des égos quand même assez surdimensionnés. Encore une fois, le pouvoir corrompt. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est redoutable. Comment tu peux adhérer à ça si tu es un individu lambda? Et j'ai l'absolue conviction, mais si j'en ai très peu, mais là j'en ai une, c'est qu'on est sur Terre pour un temps lambda, et je reboucle par rapport à ce que je disais, sur la chaîne de l'immortalité, nous sommes un maillon de cette chaîne. Nous sommes issus de parents qui nous ont transmis des gènes et des informations, nous allons faire de même avec les générations qui nous suivent, et il faut accepter le fait que notre rôle de maillon, il s'arrête là. Et ne pas être trop envahissant vis-à-vis des gamins qui nous suivent, parce que rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Donc on fait des dégâts terribles si on veut être intrusif, si on veut les orienter, si on veut les pousser, si on veut les stimuler. Les injonctions inconscientes, c'est ça qui nous conduit en psychanalyse. C'est les réparations c'est cyrulnique, c'est les résiliences. On a subi des gens. Donc je prêche ad maxima la logique du colibri sur un plan psychique, de la simplicité, de l'utilité. Et quand tu es dans cette logique-là, tu acceptes la mort comme quelque chose qui est normal. On va vieillir, la vieillesse c'est un naufrage, je sais plus qui disait ça, mais ils sont nombreux à l'avoir évoqué, tu dois l'accepter, c'est comme ça. Si tu te retournes sur ta vie et que tu es satisfait de ce que tu as fait, tu acceptes beaucoup plus facilement ta finitude. La vieillesse est un naufrage. Tiens, ça me rappelle une interview sur le transhumanisme soft, une interview que nous avons faite avec Luc Ferry. Vous trouverez cet entretien sur la playlist saison 1 de Calreco. La peur face à la décrépitude, la peur face à la fin qui arrive. Pourtant, si l'on se fie aux planètes, au cycle, rien de plus normal. Tuer la mort ou la retarder, ça revient presque à vouloir supprimer les saisons, supprimer les cycles, supprimer la ronde des astres. Certains y ont sûrement pensé. Hubris sans limite. J'ai le même ressenti que toi. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle génération apporte son lot d'adaptation et de créativité. Ça me fait toujours sourire lorsque j'entends des profils qui ont mon âge, une 60aine d'années maintenant, qui me disent « Oh, les jeunes, ils fichent rien. Oh, ils fichent rien. Il faut rien à en tirer, etc. » C'est le discours que tenait Sénèque il y a 2500 ans. C'est amusant. La nouvelle génération, on peut rien en tirer, ils veulent rien faire, ils veulent le plaisir, etc. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est qu'il y a des caps d'évolution chez l'humain que je peux relier avec l'astrologie. Tu vois, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'âge des planètes. Ça devrait vous amuser. L'âge des planètes, c'est l'enfance. On va simplifier 0-6 ans, où tous tes mécanismes de confiance en toi, d'affection, d'émotion, les besoins de satiété dont je parlais tout à l'heure, sont là. Nos racines premières, en fait, notre consolidation structurelle, notre affect. Et puis après, tu arrives dans l'âge de Mercure, l'âge de l'adolescence, où tu découvres, tu t'aventures
t'aventures, tu échanges, tu vis, tu apprends. Et puis après, tu as l'âge de Vénus, l'âge de la vie amoureuse, je sais pas moi, 16-25 ans, tu vois. Où dans cette phase-là, les élans affectifs, tes hormones sont beaucoup plus puissantes parce qu'on est des mammifères avec une fonction première qui consiste à nous reproduire pour assurer la pérennité de l'espèce. Donc on a des montées hormonales qui sont plus vives, hein, et puis une sanguinité, une physiologie beaucoup plus en alerte. Et puis n'oublie pas qu'il y a 10 000 ans, on vivait 20 ans, quoi, hein, donc très puissante à ce moment-là. Et puis on arrive à l'âge de Mars, hein, où on s'affirme, on doit couper les cordons, se singulariser, trouver sa propre lumière, dépenser de l'énergie, parfois être dans l'agressivité jusqu'à la trentaine. On a des profils beaucoup plus impulsifs, moteurs, volontaires, voilà. Et puis après arrive l'âge solaire, hein, où on a une sorte de reconnaissance, une autorité, un besoin d'occuper son espace, de trouver son terrain de chasse et de l'affirmer, hein. Et puis arrive après l'âge de Jupiter, l'âge de l'expansion, de la jovialité. Jupiter est un futur soleil qui brille à travers le soleil, tu vois. Donc on trouve chez beaucoup de Sagittaires, ou de Jupitériens au sens large, des Pygmalions, des profils qui ont un talent pour reconnaître celui des autres, je trouve beaucoup d'impresarios, de gens qui disent tiens, j'ai trouvé tel artiste, il est formidable, c'est moi qui l'ai trouvé et c'est moi qui vais le mettre en lumière. Tu vois, l'âge de Jupiter, l'expansion, on s'arrondit, hein, on devient généreux, tolérant aussi, hein, il y a des colères, c'est Zeus. Et puis après, on arrive à la redescente, l'âge de Saturne, où tu maigris. Tu vois, tes contraintes arrivent, l'infrastructure osseuse, Saturne, Capricorne, l'hiver, tu vois, tu fatigues, les articulations s'usent, les organes se rétractent, et tu as une redescente comme ça. Il faut les accepter, ces temps-là. Donc, tu as tous les âges pour apprendre à fournir de l'effort, à être dans les clous, à t'intégrer aux autres, à être sur toi dans un premier temps, puis à te détacher quand tu as des enfants, à transférer ton affect, à puis être auto-centré, mais justement à la déléguer, ou plus précisément à être dans l'altruisme, parce que l'amour, quelque part, t'as 1000 façons d'aimer, mais est-ce que la plus belle des façons d'aimer n'est pas justement de penser à aimer soi-même pour aimer les autres, comme tu disais si bien tout à l'heure, et la progéniture, c'est souvent le meilleur terrain pour apporter le meilleur de soi. Hein, tu vois cette synergie-là, l'âge des planètes, donc tu as et certains vont bloquer sur certains âges et se révéler plus tard. Ou souvent chez les Mercuriens, ils sont très jeunes, très doués, et puis après ils tournent en boucle parce qu'ils se renouvellent pas. Tu as des profils jupitériens, saturniens qui sont heureux à partir de la quarantaine. Avant, ils trouvent leur marque, ils cherchent, tu vois. Faut faire coïncider. Une chose étonnante, j'ai l'impression, je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé depuis mes 20 ans. Je ne pense plus pareil. Ma pensée a vraiment évolué. Je me suis donné le temps aussi, hein, le temps de réfléchir, le temps d'avoir du temps pour moi. C'est un luxe que m'a donné ma condition d'artiste, car c'est un peu le principe. Quand on est artiste, on prend le temps de réfléchir, parfois de glander pour trouver matière à créer. Mais je me considère un peu comme une exception. J'ai peut-être tort, hein, mais je vois autour de moi des amis ou des connaissances de longue date qui ont peu bougé. Leurs choix de vie sont sûrement en cause, mais je trouve ça étonnant, parfois frustrant relationnellement parlant. Je t'entends fort et clair, et d'un point de vue, habillement, j'avais fait un constat tout simple. Depuis que je suis ado, j'ai des amis qui, eux, ont des parents qui maintenant ont autour de 80 ans, hein, et qui ou sont encore là, s'ils sont là ou plus là. Et j'avais fait une observation il y a quelques années qui laissait apparaître que chez les parents d'amis, ils avaient encore des modes vestimentaires des années 70. Alors, c'était des milieux privilégiés qui naviguaient dans des milieux privilégiés un peu entre eux, hein, c'est de l'entrisme, mais ils avaient encore des modes vestimentaires avec des chemises. Pourtant, c'était des gens qui avaient des moyens, tu vois, vraiment. Hein. Et je me suis dit, ils ont trouvé leur point optimal de réalisation et de bien-être à un moment lambda, et ça se traduit par une persistance d'habits qui correspond à cette époque où ils étaient au maximum de leur réalisation. Tu vois l'idée. Donc ça traduit de façon vestimentaire ce que tu disais juste avant, à savoir que en fonction de ta nature, tu vas avoir un point de crête
où tu es le plus en harmonie avec toi-même. Ça peut être à 15 ans, à 20, à 30, à 40, à 50, à 60. Une métaphore de ce que je disais tout à l'heure avec l'âge des planètes. Tu vois. Et donc, si tu trouves ton point de solarisation, ton point de réalisation maxima, tu vas avoir du mal à le lâcher. Et d'ailleurs, chez les profils très solaires, ce que j'appelle les lions ou les béliers, enfin bon, là, je raisonne par l'absurde, hein, c'est de la symbolique. Hein. Eh ben, tu as des profils qui, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, une fois qu'ils sont solaires, ils ont un mal de chien à le lâcher. C'est là, les solaires, c'est eux qui ont le plus de difficultés à transmettre à la génération suivante. Parce que, encore une fois, ils ont le pouvoir, ils veulent plus le lâcher. Les générations suivantes, que va-t-on leur laisser ? Ma fille aura 87 ans en 2096, si elle est encore de ce monde. Comment vivra-t-elle ? Quel bilan pourra-t-elle tirer d'une existence au XXIe siècle ? Vous l'avez compris, on y est. La question rituelle 2096. J'en profite aujourd'hui car si quelqu'un peut me faire une prospective fondée, c'est bien Jean-Yves. Alors comment ça se passe dans 73 ans ? On peut imaginer que, encore une fois, ce sont des cycles permanents de crête de rigueur, de crête de laxisme, ça d'un point de vue sociétal. On peut très facilement imaginer que le cycle, il est à l'échelle humaine assez récurrent et éternel, et que bien évidemment, tu ne changeras pas, enfin, comment dire, ce qui nous attend d'un point de vue collectif d'ici les 30, 40, 50, 70 ans qui viennent, c'est une transformation assez radicale de notre consommation d'énergie. On a deux enjeux majeurs auxquels on n'échappera pas. C'est surpopulation et réduction de l'énergie. Ça, parce que on le sait, hein, les contraintes qu'on est en train de mettre en place d'économie pour le gaz à effet de serre, etc. Jean Covici l'explique très bien. Ça va mettre 10 000 ans à se réguler. Donc on oublie, c'est du baratin, et on va être confronté à une problématique de la population qui va de plus en plus avoir de difficultés à accepter justement les contraintes de plus en plus dures qu'on leur impose pour de résultats dont ils n'auront aucune visibilité. Donc tu n'auras pas spontanément l'adhésion la plus grande partie de la population. Tu peux leur raconter dans tous les coins, tu ne l'auras pas. En revanche, intrinsèquement, on va aller vers la réduction d'énergie. Or, depuis 1830-1850, on a démultiplié l'énergie, c'est ce qui a permis le développement de tout ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, la Chine a loupé une avancée technologique. Ils ont pris 100 ans de retard. C'était la machine à vapeur, dis donc. Oh, la force d'un homme devient la force de 100 hommes, de 1000 hommes. Ce qui est notre... On est axé sur les énergies fossiles, ça va se réduire de façon incontournable. Accroissement de population, va falloir réduire, il n'y a pas le choix. Donc, on va vers des crises d'ici 2096. Elles sont faciles à prévoir. On va avoir des crises de bouffe, des crises de migration, des crises d'identité, des crises de culture qui vont s'affronter. Ça va pas être tendre, faut s'y attendre. C'est pas nos enfants, ça sera nos petits-enfants, mais on ira droit. C'est flagrant. Et puis émergera de ça, comme toutes les époques qui se succèdent, comme tous les empires qui ont leur point d'apogée et s'effondrent, émergera quelque chose de beaucoup plus humble et de beaucoup plus simple. Et j'ai l'absolue conviction qu'on reviendra à des choses plus basiques, à des cultures plus humaines, à moins de technologie, c'est évident. Donc le transhumanisme avec une part de technologie dans le cerveau, pour moi, est illusoire, c'est une aberration. Et d'ailleurs, vu qu'on va aller de plus en plus là dans les 10-20 ans qui viennent sur un contrôle de la technologie de plus en plus pointu, on va développer sur la génération suivante une allergie, de la même façon qu'on a cultivé une allergie il y a 70 ans sur le nazisme, vis-à-vis du nazisme. Tu vois, cet obscurantisme, les gens, le segmenté, etc. Le vaccin dans nos cultures, il est vraiment très présent. Eh bien, de cette même façon, on va avoir le même vaccin sur les technologies avancées parce qu'elles sont corollaires avec du contrôle. Donc ça aussi, c'est une passe. On n'est pas encore en haut de la crête. On va l'atteindre et on aura ce ras-le-bol de ces systèmes-là. Tu auras une rébellion, tu auras des révolutions, tu auras du sang des morts, tu auras des crises, tout ça. Et réémergera lentement quelque chose de beaucoup plus simple. Avec une vie saine, beaucoup moins de technologie, beaucoup moins de consumérisme, beaucoup moins de tout ça.
et par petits groupes, par petits groupes. Je pense qu'à terme, on va vers la fin des mégapoles. Tu sais, dans notre histoire, on est au départ, il y a 2-3 millions d'années, on est des tribus qui allaient grappes. Mais c'est comme les loges maçonniques, hein, jusqu'à une cinquantaine. La métaphore est amusante. Et puis après, les loges, elles se fragmentent. Les tribus, c'était pareil. Hein, quand tu étais trop dans une tribu, tu avais fragmentation de la tribu. Donc plus tu augmentes le nombre de populations dans un espace restreint, plus tu complexifies la socialisation, et plus tu la complexifies, plus tu crées un tas d'effets secondaires qui sont néfastes. Tu vois, regarde aujourd'hui nos sociétés, on est extrêmement paralysé par une administration opaque, aveugle, tu vois, étouffante, inutile dans certains cas, avec des bullshit jobs qui servent à rien. Tu vois, enfin, tout ce système-là, il est pas pérenne. Il le sera pas. Tu vois, ça fait 800 ans qu'on monte en France avec de l'administration de plus en plus présente. C'est plus possible. Donc on va vers des drames. C'est évident. C'est du bon sens. Hein. Ceux qui seront le plus adaptés seront les plus élastiques, c'est Darwin. Hein. Pas les plus intelligents ni les plus forts, ceux qui s'adapteront le mieux. Et on va revenir vers des choses comme, je dirais, peut-être pas le Moyen-Âge, ça serait aller trop loin, mais il y a une juxtaposition beaucoup plus cohérente qui va se mettre en place entre les ressources de ce que nous peut apporter la Terre, entre la quantité de population qu'on est capable de traiter, et effectivement, tu auras toujours des gens qui se posent moins de questions. Il en faut, c'est comme ça, et d'autres qui seront certainement plus éveillés et qui auront en mémoire le vécu qu'on transmettra de façon différente avec les leçons du passé pour aborder une autre ère de notre évolution. Voilà comment je vois les choses. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de poser la question. 2087, Jean-Yves, du point de vue de l'astrologie, comment ça va se passer ? Faudrait que je regarde mes éphémérides, mais tu vois, par exemple, il y a, alors je vais pas faire de prévision alarmiste, mais Pluton, d'ici une dizaine d'années, il sera pile à l'endroit où il était en 1789. Ça te donne une idée. Une petite décennie, et on est pile dans la même configuration. Pile. Donc après, il y a des variables, tu sais, il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence, ça peut être 2 degrés avant, 2 degrés après, mais on a une décennie encore à peu près tranquille, et puis on peut s'attendre à ce qu'il y ait des mutations soudaines. On va tenir encore une petite dizaine d'années, là. Après, je sais pas. Bon, bah les amis, on fait quoi ? On fait la teuf ? Comme des cigales ? On profite avant la révolution ? Ou alors on se pose et on essaye de partager simplement avec les autres, de manière aussi sereine que possible. Moi je l'ai déjà dit, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est partager des moments avec les gens que j'aime et avec les autres. Ce qu'on fait avec Calreco, c'est vraiment génial. Sincèrement, j'adore faire ça. Aller rencontrer des humains, parler de choses profondes, simplement. Ça nourrit, ça fait du bien. Surtout quand ces humains sont dans les mêmes dispositions que vous. Et c'était le cas avec Jean-Yves pour ce très bel entretien. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. En tout cas, pour l'heure, on vous laisse. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça nous aide beaucoup et on y diffuse du contenu inédit. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup également, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc bientôt. Et d'ici là, respire, reste conscient. Et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.